Nous le constatons bien souvent en pratique. Le couple, à l'heure de l'organisation de sa transmission, a tendance à concentrer sa préoccupation sur la protection du survivant. Cela est peut-être plus vrai encore dans les familles recomposées, comme si la vie se scindait en deux parties et que la transmission aux enfants appartenait à la première. Les enfants sont grands, ils ont reçu les moyens de construire leur propre vie d'adulte. Alors ce qui compte désormais, c'est d'assurer aux survivants, aux compagnons de fin de vie, les moyens de protection de son cadre de vie, n'en déplaise aux enfants. Bien sûr, vous me direz que les droits du conjoint survivant ont connu une promotion certaine grâce aux dernières réformes du droit des successions et que la généralisation de la réduction en valeur des libéralités vient d'ores et déjà assouplir les transmissions au sein des familles. Pourtant, malgré ces nouveaux outils à la disposition du praticien, la libéralité universelle en usufruit au profit du survivant demeure la solution généralement conseillée, alors même qu'elle apparaît souvent en pratique peu satisfaisante en raison du lien persistant entre le conjoint survivant et les enfants. Or, la persistance de ce lien juridique peut poser problème, tant au sein des familles recomposées qu'au sein des familles traditionnelles porteuses d'un différend. En particulier lorsque l'usufruit porte sur un immeuble, le nu propriétaire ne dispose que de peu de moyens face aux défauts d'entretien par l'usufruitier et risque de se voir restituer en fin d'usufruit un bien dévalué au décès de l'usufruitier. De plus, lorsque l'usufruitier souhaite vendre les biens soumis à usufruit, il est dépendant du consentement des nus propriétaires et des éventuelles difficultés pratiques ou juridiques affectant leur situation personnelle. Il est également tenu au partage du prix, dont les modalités peuvent, là encore, poser des difficultés. Vous le constatez, l'usufruit universel au profit du conjoint survivant, dans toutes les familles en général, et plus particulièrement dans les familles recomposées, peut constituer une atteinte aux droits des nus propriétaires quant à la sauvegarde du patrimoine transmis. C'est également une entrave à la libre circulation du bien, ainsi qu'à l'indépendance de gestion du conjoint survivant. De plus, il est fréquent que par suite d'une acquisition d'un logement en commun par le couple recomposé, leurs décès successifs donnent naissance à une indivision entre leurs enfants respectifs. Enfants qui peuvent, dans certains cas, ne pas même se connaître. Ces transmissions seront alors porteuses d'éventuels différends à venir dans la gestion des indivisions. Il existe pourtant une autre façon de gratifier le conjoint. On peut lui consentir une libéralité en propriété, qui peut être universelle. Dans ce cas, le conjoint survivant devient maître du patrimoine transmis, puisqu'il en a la pleine propriété. Mais en contrepartie, il doit verser aux héritiers réservataires, aux enfants, une indemnité de réduction. Reste alors à savoir, et c'est bien là la difficulté, si le conjoint sera en mesure de payer cette indemnité de réduction. Déjà, l'exercice de la faculté de cantonnement par le conjoint survivant bénéficiaire d'une libéralité excessive lui permet de servir tout ou partie de la réserve. Mais dans l'hypothèse où cette faculté n'aura pas permis de remplir les enfants de leur réserve, ou dans celle où elle n'aura pas été souhaitée par le conjoint survivant, ce dernier devra leur verser une somme d'argent. Nous constatons que dans la grande majorité de nos dossiers, sont concernées des familles dans lesquelles le patrimoine est essentiellement constitué de la résidence principale et de quelques économies. Nous pensons qu'il est utile pour le conjoint de bénéficier d'un droit en propriété
sur le logement de la famille plutôt que d'un droit en usufruit. Ce droit en propriété a pour intérêt de le rendre notamment seul décisionnaire de la vente et de ses conditions. Pour toutes ces raisons, nous avons souhaité permettre aux conjoints successibles de bénéficier d'un report à son propre décès du paiement de l'indemnité de réduction dont ils pourraient être débiteurs, mais seulement en ce qu'elle résulte de la transmission en propriété du logement de la famille. Certes, il existe déjà des possibilités de report du paiement de l'indemnité de réduction. Avant le décès, l'article 1527 du Code civil permet aux enfants non communs, lorsqu'ils sont en présence d'un avantage matrimonial, de reporter leur demande en réduction de l'avantage excessif au décès de son bénéficiaire. Ce report suppose un accord préalable des héritiers réservataires exprimé dans les conditions de la renonciation anticipée à l'action en réduction. Après le décès du disposant, on connaît le principe posé à l'article 924-3 du Code civil, selon lequel l'indemnité de réduction est payable au moment du partage. Des mécanismes de report sont cependant déjà prévus par ce texte, l'accord des cohéritiers, mais aussi la faculté pour le disposant et, à défaut pour le juge, de consentir des délais de paiement de l'indemnité de réduction. Ces délais ne peuvent être consentis que lorsque la libéralité a pour objet un bien susceptible de faire l'objet d'une attribution préférentielle, le logement de la famille, et ce dans la limite de 10 ans. Vous voyez que le procédé de report de paiement de l'indemnité de réduction, lorsque le logement de la famille est l'objet de la libéralité réductible, existe déjà, mais il est limité à une durée de 10 années. Dans ce cas, l'indemnité est productive d'un intérêt au taux légal et les dispositions de l'article 828 du Code civil sont applicables en cas de variation de la valeur des biens de plus du quart. Si le texte prévoit l'exigibilité immédiate de l'indemnité de réduction en cas de vente du bien, aucune garantie de paiement n'a été prévue par le législateur. Afin de promouvoir l'usage des libéralités en propriété, qui peuvent, dans certaines hypothèses, résoudre les problèmes évoqués à l'instant, nous avons donc souhaité vous proposer de compléter le dispositif actuel de l'article 924-3 du Code civil. L'objectif serait d'ouvrir la possibilité pour le disposant de permettre aux conjoints successibles bénéficiaires d'une libéralité en propriété portant sur le logement de la famille et, dans la mesure où elle serait excessive, de reporter le paiement de l'indemnité de réduction à son propre décès ou au jour de la vente du logement de la famille. Par ailleurs, le texte organiserait les points suivants. Il imposerait l'établissement d'une liquidation de l'indemnité de réduction par le notaire chargé du règlement de la succession. Les créanciers de l'indemnité de réduction bénéficieraient du privilège de l'article 2374, troisièmement, du Code civil. Je passe la parole à Joanne, qui va vous faire lecture de la proposition. Considérant que la protection du cadre de vie du conjoint survivant constitue souvent une volonté des disposants, que cet objectif doit être concilié avec la préservation des droits des enfants, que la gratification du conjoint survivant en propriété permet d'éviter que s'instaure sur le logement de la famille tant un démembrement de propriété qu'une indivision, pouvant se révéler l'un comme l'autre économiquement insatisfaisant et source de différends. Que le principe est celui de la réduction en valeur des libéralités excessives et du paiement de l'indemnité au jour du partage. Qu'il convient en conséquence de permettre au disposant d'accorder à son conjoint une faculté de report de paiement de l'indemnité de réduction
au décès de celui-ci. Le 113e Congrès des notaires de France propose d'ajouter à l'actuel article 924-3 du Code civil un dispositif ayant l'objet suivant: la faculté pour le disposant de permettre au conjoint successible, dans la libéralité qui lui consent, de reporter, au jour du décès de celui-ci, le paiement de l'indemnité de réduction dont il pourrait être débiteur, mais seulement en ce qu'elle concerne le logement de la famille. Il y aurait lieu d'établir un acte de liquidation de l'indemnité de réduction, laquelle produirait intérêt au taux légal à compter de cette date. Seraient également applicables les dispositions de l'article 828 du Code civil, et les créanciers de l'indemnité de réduction bénéficieraient du privilège de l'article 2374, troisièmement, du Code civil. Ah. Alors, un vote différent des précédents qui va certainement susciter et nécessiter un commentaire de la part de Joanne, de Nathalie et de Benoît. Vous avez la parole. Bien, écoutez, déjà, la proposition est rejetée. Voilà. Pouvons que le constater, le déplorer.